Voilà, donc bonjour tout le monde. Pour les participants qui sont déjà là, si vous avez reçu un message que l'enregistrement est commencé, vous pouvez cliquer pour accepter. Et nous allons pouvoir commencer cette toute première séance de cours en ligne autour de l'histoire du yoga et de sa philosophie. Et comme je disais en salle là ce matin à mes élèves, ça fait longtemps que je pense à faire ça. Et je suis vraiment, ça touche quelque chose en moi de pouvoir finalement réaliser ce rêve. Et je ne sais pas exactement tout ce que ça va donner, mais je sais que ça va être riche, en tout cas pour moi. Ça va me permettre de mettre plein de choses en place sur lesquelles je travaille depuis longtemps et puis de transmettre aussi pour vous. Et puis à partir de vos questions et vos envies aussi, ça va être un moment pour enrichir tous ensemble et donner plus de sens à notre pratique du yoga. Donc là, j'ai juste choisi comme illustration cette magnifique peinture sur une feuille de palmier. Ça veut dire que c'est dans un manuscrit. On va voir une image dans un moment où il y a le texte. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'à droite et à gauche de cette image, il y a du texte. Je pense juste à un détail, c'est que je vais mettre mon petit réveil parce que quand je commence à parler, je vois pas le temps passer et là, je vois que j'ai pas de minuteur. Comme ça, je vais pas vous garder trop longtemps. Mais voilà, une miniature, une peinture sur une feuille de manuscrit qui montre donc un gourou, un maître. Le gourou, c'est celui avec la poitrine dévoilée et qui est assis en tailleur avec cette espèce de bande de tissu autour des jambes et qui visiblement est en train d'enseigner un mudra. Un mudra, c'est des gestes avec des mains qui portent une signature énergétique. On pratique moins les mudras aujourd'hui que les asanas, mais ça commence à revenir, j'ai l'impression. Et puis on voit l'élève avec sa chemise rouge qui est en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que je dois faire avec ma main. Et donc un disciple, un élève en yoga traditionnel, en sanskrit, on appelle un shishya. Donc guru, shishya. Il faut les deux membres de cette relation pour que la relation ait sens. Et pour qu'il y ait une transmission, il y a quelqu'un qui transmet et quelqu'un qui reçoit. Et nous sommes un petit peu dans cette situation, même si je ne me vois pas comme un gourou, comme peut-être certaines peuvent l'entendre, hein. Mais c'est vrai que traditionnellement et anciennement, le yoga, c'était vraiment transmis de, de mettre à l'œuvre, souvent dans des situations individuelles. C'était pas comme on a aujourd'hui des cours collectifs ou des groupes, mais je voulais quand même vous rassurer qu'aujourd'hui en Inde, les gourous se sont complètement adaptés à l'âge de l'Internet et vous avez plein de maîtres spirituels qui transmettent leurs enseignements directement sur Internet. Donc, ils se sont aussi adaptés au temps. Et c'est un peu s'il y a un thème global de ce que j'espère vous faire comprendre ou vous aider à comprendre, c'est que, en fait, le yoga s'est toujours adapté, c'est toujours transformé au fil du temps. Et c'est dans cette complexité et cette richesse que nous allons plonger chaque mardi. Et je vais donner mes cours chaque mardi et vraiment, j'imagine chaque cours comme une entité indépendante. Donc, ce n'est pas nécessaire d'enchaîner, de suivre absolument tout. En même temps, plus vous suivez, plus ça va faire sens pour vous, mais je ne vais pas faire une sorte de continuation, c'est-à-dire que si vous n'avez pas été là aujourd'hui, si quelqu'un vient la semaine prochaine, j'espère qu'il ne sera pas parfaitement perdu et je vais faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Donc, n'hésitez pas à prendre un peu à fur et à mesure. Et puis, si vous avez envie, la possibilité, de suivre comme vous avez la possibilité avec la vidéo de regarder pendant un certain temps après, hein, à votre rythme. Peut-être ça vous permet de rattraper s'il y a un mardi où vous ne pouvez pas être là, hein. Donc, avant de commencer la séance d'aujourd'hui, je voulais commencer par poser cette question. En quoi ce type d'étude, en quoi s'interroger sur l'histoire et la philosophie du yoga, en quoi est-ce que ça fait partie du yoga? Parce que nous, quand on dit je vais faire du yoga, on pense je vais aller faire quelque chose avec mon corps, je vais faire des postures. Et c'est cette partie posture du yoga qui est un peu, comme on dit, la partie visible de l'iceberg, hein, juste un pointe émergée qui attire beaucoup de personnes. Et petit à petit, les personnes peuvent découvrir que sous l'eau, il y a beaucoup de choses qui sont moins visibles et qui font partie de la pratique. Et ce type de yoga que nous sommes en train de faire, parce que pour moi, nous sommes en train de faire le yoga ensemble. Même si on n'est pas en train de s'étirer ou faire chien tête en bas ou quoi que ce soit, nous sommes en train de faire le yoga ensemble. Et en fait, on trouve déjà des références à ce type de yoga
par rapport à la connaissance. Et on pourrait dire c'est le yoga de la connaissance. Et ça fait partie de la pratique depuis très, très longtemps. Et je voulais juste vous partager deux exemples des textes que nous allons voir ensemble au fil du temps qui se déroule. Le Bhagavad Gita, un texte, un très beau texte qui est daté. Bon, la datation, vous allez apprendre petit à petit en Inde, c'est toujours compliqué. Aujourd'hui, on dirait peut-être à peu près 100 ans avant notre ère, peut-être jusqu'à 200 ans dans notre ère. Voilà, il y avait peut-être des ajouts. Voilà, c'est un peu compliqué de dater tout ça, mais disons que c'est à peu près il y a 2000 ans, ça c'est sûr. Et il parle dans le Bhagavad Gita de Jnana Yoga. Jnana, c'est le J et le N. Et j'ai mis le petit accent sur le N pour que ça fasse ce son Ñ, Ñ. Hein, c'est le Ñ, Jnana Yoga. C'est le yoga de la connaissance ou le yoga de la sagesse, on pourrait dire. Et c'est vraiment listé comme un style de yoga ou une manière de faire du yoga totalement valide et qui peut amener, tout comme les autres yogas, à une clarification, peut amener vers la vérité, qui peut amener même vers la libération. Donc, c'était une voie, le voie de l'étude a toujours fait partie de la pratique, à tel point qu'un autre un texte très important, un petit peu plus récent, un petit peu après le Bhagavad Gita, les Yoga Sutras de Patanjali, là aussi, aujourd'hui, les chercheurs datent ce texte entre 300 et 400 ans de notre ère. Hein, donc, c'est pendant l'Antiquité, on va dire, romaine, globalement, le tout début de l'Église chrétienne, pour comparer avec l'Occident. Et Patanjali, il liste dans ses différents, il appelle ça les branches de yoga. Il en a 8, on va apprendre son système, pas tout à l'heure aujourd'hui, mais dans un deuxième temps plus tard. Svadhyaya, Svadhyaya. Donc, asana, la pratique des postures, ça fait partie de Patanjali. Pranayama, le travail du souffle, enfin, les parties qu'on reconnaît, nous, plus comme étant du yoga aujourd'hui. Mais il y a 8 branches et une des branches, c'est Svadhyaya. Et Svadhyaya, ça veut dire on peut dire étude de texte ou étude indépendante, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, je trouve que ce terme svadhyaya est souvent mal interprété ou mal traduit parce qu'on le traduit comme étude de soi, comme si je m'observe moi-même. Bon, on le fait hein, dans la pratique, mais l'idée, c'est pas de devenir un nombriliste et étudier tout ce qu'on fait. C'est étudier par soi-même les textes historiques et la tradition, la philosophie. Donc déjà, dans l'Antiquité, il y avait cette notion que étudier l'histoire et la philosophie du yoga faisait déjà partie de la pratique. Donc, on continue cette tradition aujourd'hui et on continue à étudier tout ça à notre époque. Et ça, c'est peut-être une des manières où, voilà, ce qu'on fait peut se relier avec ce qui se faisait avant. Hein. Donc, on est en train de faire du yoga, mais c'est une autre manière de pratiquer, n'est-ce pas? Ensuite, j'aurais voulu que vous mettez peut-être dans le chat, vous êtes là, c'est une première fois, vous êtes là, bon, vous m'avez entendu parler de ces séances, donc quelque chose vous intrigue dans la proposition, mais j'aurais voulu savoir déjà pour moi si vous avez un peu des questions spécifiques ou des choses qui vous intriguent. Qu'est-ce qui vous parle dans cette idée d'étudier l'histoire du yoga? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir, éventuellement écrire quelque chose dans le chat pour qu'on puisse voir un peu ensemble d'où ça vient. Parce que si ça vient que de moi, j'aimerais vous impliquer un petit peu plus dans la pratique. Si vous êtes à la maison et vous regardez ce cours en vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et juste me dire, tiens, Pamela, moi, j'aimerais bien savoir ceci ou cela, ou j'aimerais mieux comprendre X ou Y, hein. Vous pouvez toujours partager et ça m'aiderait aussi dans l'élaboration des prochains cours, hein, parce que tout n'est pas, même si j'ai un programme que je vais vous partager à la fin de la vidéo, j'ai rien qui est inscrit. Donc, je laisse encore un petit moment si quelqu'un veut envoyer un petit message dans le chat. Oups. Bon, moi, pour l'instant, je vois rien qui arrive dans le chat, donc je vais dire que vous êtes en... Ah voilà, Solène, merci beaucoup. J'aime à la fois le yoga et l'Inde.
Et je trouve cela hyper important de comprendre d'où cela vient. Non pas voir le yoga comme un sport, mais plus comme un chemin de vie. Voilà, merci beaucoup pour ce partage. Ouais. Déjà, juste pour connaître un peu plus l'Inde, hein, sa culture, son histoire, hein, c'est un grand pays. L'histoire est fascinante et complexe, donc c'est juste une manière d'être un peu un citoyen du monde hein, aujourd'hui, de mieux connaître ces pays que dans nos éducations traditionnelles, on n'a pas le temps hein, de passer beaucoup de moments sur ce qui s'est passé en Inde. Donc ça, c'est déjà, rien que pour ça, c'est bien. Et puis voilà, ça peut vraiment transformer comment dire, la perception de la pratique du yoga. C'est pas qu'un sport, hein, il y a vraiment beaucoup plus de choses et ça peut venir étoffer un envie de rester dans le yoga. Et en fait, c'est ça aussi, j'ai envie de dire avec ce yoga de la connaissance et de l'étude que moi j'adore faire. C'est que ça, même quand mon corps un jour va lâcher, hein, s'il lâche un jour, je peux continuer. Hein, je suis pas, si je dépends uniquement de ma capacité de faire le chien tête en bas, peut-être un jour je vais devoir abandonner le yoga. Mais si j'élargis ma vision de ce que c'est, pratiquer, contempler hein, ces idées, ça peut vraiment amener, traverser toute une vie tout à la fin. Et puis Camille, j'aimerais en savoir plus sur les différents courants de yoga, son évolution au fil du temps, ou les concepts que l'on pourrait creuser pour être dans un état de yoga au quotidien. Super, oui, absolument. Donc on va toucher ces différents moments, des différents courants de yoga. Et je ne sais pas jusqu'où on va arriver. En principe, je prévois de faire les cours jusqu'au mois de juin. Là, aujourd'hui, on est le 2 ou le 3, non, le 3 septembre déjà, le 3 septembre 2024. On va faire chaque mardi avec quelques petites pauses qui seront annoncées jusqu'au mois de juin. Et puis, je ferai relâche pendant l'été, donc un peu comme une année scolaire. Hein. Et on verra si on arrive jusqu'au moment contemporain, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de courants hein, qui circulent. Mais on va regarder déjà dans le passé que c'était le cas et puis creuser comment être dans un état de yoga au quotidien. Hein, cette capacité d'être présent à ce qu'on fait et d'être dans ce qu'on fait sans être trop affolé par tout ce qui se passe, cet état de yoga, ça vient petit à petit s'installer aussi, hein, de plus en plus. Même si après, c'est assez naturel qu'il y a des moments où on en ressort et on en revient. Hein, je pense, sans passer vraiment, sans dévouer toute sa vie et faire 6-7 heures de pratique par jour, hein, rester dans l'état de yoga du moment où on se lève au moment où on se couche, en gros, ça veut dire qu'on a atteint le nirvana, hein, si on s'en est dedans tout le temps. Donc, c'est tout un projet et c'est assez long, mais on peut le trouver d'une manière un peu plus établie, hein, durablement. C'est un des mots on va voir aussi. Donc, merci pour ces partages. Et puis, s'il y en a d'autres, des pensées ou des questions spécifiques qui vous viennent, comme je dis, n'hésitez pas à revenir. Si je reviens à mon écran du départ, en fait, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est je voulais qu'on parle un peu de ces différents éléments. Le mot yoga, le mot histoire, le mot philosophie, et puis les mots Pamela Weber. En fait, je pense que c'est un petit peu important aussi juste de savoir d'où je viens et pourquoi, comment ça se fait que je suis là devant vous aujourd'hui, quel est un peu mon positionnement par rapport à cette matière. Donc, on va commencer, je vais juste faire très bref un petit biographie pour vous donner quelques éléments pour comprendre qui je suis, peut-être un peu plus que ce que je dis en salle habituellement, avec quelques photos à l'appui. Et puis on viendra interroger, on reviendra vraiment sur nos sujets. Donc voilà, je reviens. Donc voilà, donc moi je suis née dans le Michigan, je suis née aux États-Unis dans le Michigan, près de Détroit. Vous voyez sur la carte là à gauche, Northville. C'est la petite, ouais, c'est une toute petite ville qui est dans le banlieue, on va dire, de Détroit, qui est le lieu des voitures. Hein. C'est le capital des voitures. Et là, voilà un petit portrait de famille. Quand j'étais, je pense, j'étais au lycée là, dans les années 80, là, au vu du style des cheveux. J'ai un frère et mes deux parents. Ma mère, aujourd'hui, elle est décédée, mais mon père, il vit encore aux États-Unis. Et puis voilà, ça c'est la photo à droite, c'est le Main Street de Northville. Donc, c'est là où j'ai grandi, le downtown hein, qu'on avait. Et chaque 4 juillet, la fête de l'indépendance, il y avait toujours un grand défilé sur le Main Street. Et on allait comme les familles que vous voyez là, avec nos chaises qui se déplient, on s'installait et puis on assistait au défilé des voitures parce que, voilà, comme c'est vraiment la culture des voitures et mon père était ingénieur automobile. Donc, j'ai grandi dans ce contexte-là dans les années 70 et 80.
Et en fait, ma famille, de par mes parents, était une famille qui était assez active dans la religion protestante. Ça, c'est une photo de l'église où je suis allée beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois dans ma vie, surtout dans ma jeunesse et mon adolescence. Là, vous voyez sur le fronton, c'est marqué El Bethel. Ça s'appelait pas comme ça à l'époque où notre famille y allait. Ça s'appelait, ce que j'ai mis dans le Zoom, Redford Baptist Church. C'est une secte protestante. Et l'Église, une fois que moi, j'étais plus tellement affiliée, voilà, ils avaient perdu beaucoup de membres. Cette Église était juste en lisière de la ville de Détroit. Et ils ont dû vendre parce que la plupart des personnes vivaient plus loin. C'était un peu compliqué. Donc, ils ont vendu le bâtiment à une autre église qui s'appelle El Bethel. Mais quand j'y étais, c'était Redford Baptist Church. Donc, ça fait que j'ai grandi dans une ambiance un peu spirituelle, on peut dire. Le messe, chaque dimanche, des prières, des chants. Donc, c'est peut-être un univers avec lequel je suis un peu confortable ou un peu à l'aise, même si j'ai fait une grande rupture avec cette éducation protestante. Euh, il y avait un moment où je commençais ma première année d'université. Et pour dire voilà toute la petite vérité, je sortais avec un noir. Mon premier copain important dans la vie, c'était un noir. Et mes parents ne pouvaient pas accepter ça. Mes parents gardaient, voilà, malheureusement, un peu de racisme ambiant hein, qui était aux États-Unis et malheureusement qu'il est encore hein, dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et eux, ils ont essayé de, voilà, interférer, interdire cette relation. Et je ne comprenais pas parce que j'ai dit, mais attends, Jésus, il dit, aimez les uns les autres, toutes les couleurs du monde, voilà, venez à moi. Je ne comprenais pas, ça faisait un clash. Et j'ai compris que pour mes parents, la religion, c'était superficiel, c'était social et qu'ils n'adhéraient pas vraiment à ce qui était enseigné. Et cette rupture-là, j'ai rejeté à ce moment-là la religion de mon enfance et je me suis éloignée. Mais je pense le fait que j'ai eu cette base quand même dans ma vie, c'est quelque chose qui fait que quand le moment est venu, et je vais vous raconter, où le yoga est devenu un peu plus que du sport, comme disait Solène, j'étais peut-être plus à même de suivre ce chemin-là. J'ai fait mes études pour devenir historienne de l'art. Hein, ma famille était dans cette culture ingénieur, automobile, science, un peu ma mère dans la médecine. Et moi, j'ai viré vers la culture et j'étais devenue historienne de l'art et j'ai fait une thèse. Donc, j'ai un doctorat. Officiellement, je suis docteur, Pamela. Et j'ai enseigné à l'université aux États-Unis pendant 9 ans en histoire de l'art comme professeur à l'université. Et c'était pendant que j'étais un élève enfin un étudiant plutôt en thèse, que j'ai découvert le yoga. Hein. Donc j'avais déjà presque 30 ans quand j'ai commencé à pratiquer. Mais mon travail universitaire portait principalement sur les frères Goncourt. Je ne sais pas si vous les connaissez. Hein, voilà, j'ai été spécialiste de l'art français. Au 19e siècle, les frères Goncourt, c'était des écrivains. Ils ont donné leur nom au prix Goncourt, qui existe encore aujourd'hui. C'est un prix littéraire. C'était des littéraires, mais aussi des grands esthètes. Ils collectionnaient de l'art. Et là, il y a une photo le grenier, une pièce qu'ils ont aménagée chez eux. Ils collectionnaient principalement l'art du 18e siècle mais aussi l'art du Japon. Ils étaient fascinés, comme beaucoup de personnes à leur époque, fascinés par l'art du Japon. Et ils ont collectionné le Japon aussi, enfin, ou l'art du Japon. Et ils ont écrit beaucoup de textes. En fait, ce sont à la fois des historiens de l'art. Ils critiquaient aussi les salons contemporains. Voilà, c'est le moment un peu avec l'invention de la photographie, avec l'arrivée du réalisme, de l'impressionnisme. Voilà, il y avait beaucoup de débats dans le milieu artistique et eux, ils prenaient part. Et donc ça, c'était vraiment mon travail pendant des années. Et je faisais mes recherches et j'ai eu la chance de gagner une bourse pour venir à Paris et habiter à Paris pendant 2 ans pour faire les recherches et écrire ma thèse. Et c'était juste dans ces moments-là que j'ai découvert le yoga. Et en fait, ça s'est passé aux États-Unis. Et ça, c'est une photo de mon premier professeur de yoga, faisant un peu le foot dans une rivière. Hein. Il s'appelait Tony Simper. Et le yoga, c'était pas un cours avec la municipalité. Hein. C'était comme un cours municipal, un cours public que je m'étais inscrite. Je vivais de nouveau chez mes parents. Ma mère a été un peu malade et donc je suis rentrée pour prendre soin d'elle. Et je voulais quelque chose pour moi. Et en fait, je voulais faire de la natation, mais il n'y avait plus de place. Mais la dame, elle disait, ben, faites du yoga. C'est le même prix. Voilà, il y a de la place. Donc, j'ai pris le yoga. Et c'était une heureuse déviation, on peut dire.
Et j'ai fait le cours et la première fois, mais j'étais complètement paumée, complètement perdue. J'avais jamais fait du sport de ma vie. Je détestais les cours de gym à l'école et tout ça. J'étais complètement en dehors de mon corps. J'étais complètement dans ma tête, dans mes études, dans mon travail d'universitaire, etc. Donc c'était un choc, hein. C'était vraiment un choc pour moi et très, très, très difficile. La première séance, j'ai souffert, le martyr. Je me souviens, je pouvais presque rien faire. Mais je dis bien presque, parce que jusqu'à la fin, juste à la fin de la séance, tout d'un coup, Tony, il nous a demandé de faire la posture de l'arbre. C'est presque ce qu'il est en train de faire là dans l'eau, hein. C'est un équilibre sur un pied. Et tout d'un coup, je pouvais le faire. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans ce moment où j'ai mis le pied, j'ai tenu dans cet équilibre. Et je me suis dit, toutes ces heures de concentration à la bibliothèque où je bouge pas, j'étudie, en fait, il y a quelque chose en moi qui peut se poser, qui peut tenir. Et la posture de l'équilibre était facile, alors que tout le reste avait été vraiment très dur pour moi. Et c'était ce décalage d'expérience, beaucoup de difficultés, et puis tout d'un coup, un truc facile. Et ça m'a intriguée et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Donc, comme j'ai dit, j'ai gagné cette bourse. Je suis venue à Paris et j'avais pratiqué suffisamment avec Tony que j'avais envie de continuer le yoga. Et à Paris, j'ai trouvé le studio qui existe encore aujourd'hui dans le 11e arrondissement, un studio de Gérard Arnault. Peut-être certains d'entre vous a déjà entendu parler ou même peut-être suivi un cours dans son centre. Là, c'est une photo de. En fait, il a deux salles maintenant, Gérard. Et ça, c'est l'ancienne, l'originelle, rue Saint-Pierre-Amelot, juste derrière le Bataclan. Il a une autre salle, je ne sais plus dans quelle rue, mais aussi dans le 11e, plus grande. Mais c'est un tout petit espace. Et à l'époque, c'était vraiment le folklore. Enfin, Gérard, c'était le seul professeur. Il donnait tous les cours. C'était une toute petite salle. On pouvait être 10, 12 confortablement. Parfois, il nous serrait les tapis les uns contre les autres. Mais c'était un yoga, comme vous voyez sur la photo, là, Gérard. Gérard a une belle pratique physique, hein. Il a un corps très souple. Il a vécu en Inde. Il a étudié avec certains des grands noms de yoga du XXe siècle en Inde. Et il transmettait un yoga qui est très rigoureux et très précis dans les alignements. Et vous voyez sur la photo un peu cette perfection. Et c'était vraiment, on se poussait, hein. Non, c'était vraiment axé, je dirais 97% sur le travail postural, hein. On faisait presque pas de pranayama. On faisait peut-être 1 minute de méditation au début à la fin, mais il rentrait jamais dans l'enseignement. Il nous faisait vivre des petits moments comme ça, mais l'enseignement, c'était posture, posture, posture. Et j'avais une carte illimitée chez Gérard, j'y allais tous les jours. Et un jour, il me dit, mais Pamela, puisque tu es là tous les jours, tu devrais peut-être faire ma formation pour être professeur de yoga. Et moi, j'étais, quoi, moi, professeur de yoga? Non, je suis universitaire, je ne peux pas faire ça, etc. J'ai mis du temps, l'idée, mais il a planté la petite graine et donc finalement, je me suis inscrite, j'ai fait sa formation. Et puis, j'ai commencé à donner mes premiers cours de yoga à Paris en 2002. C'était une formation sur 2 ans. Donc, de 2000 à 2002, j'étais en formation avec lui. Et en 2002, j'ai commencé à donner des cours et j'ai retrouvé l'autre soir, quand je préparais ce PowerPoint, quelques photos de moi à l'époque, en 2002. On avait fait une toute première petite site internet pour ces cours. Et j'avais, voilà, c'était vraiment la quête de la posture, la belle posture, le côté esthétique, hein, de la posture, de la forme, du corps, simplicité. Voilà, c'était vraiment ça, ce yoga, mais qui m'avait fait quand même beaucoup, beaucoup de bien parce que j'étais tellement dans ma tête que j'avais besoin de passer dans le corps, hein, et trouver cette vigueur et réveiller quelque chose, hein, qui était là. Je dis toujours, hein, tout est là dans le corps, il suffit de trouver la bonne personne qui peut nous aider à réveiller, hein. Et j'ai beaucoup de respect, de gratitude envers Gérard pour tout ce qu'il m'a amené. Au bout d'un moment, voilà, j'avais fini ma thèse et il fallait choisir. Ou bien je reste à Paris, je fais du yoga, ou bien je vais aux États-Unis et je poursuis l'histoire de l'art. C'est le choix que j'ai fait. Avec Séné, que vous connaissez certains à l'accueil de Nata, nous sommes rentrés aux États-Unis où j'ai accepté un poste de professeur d'histoire de l'art. Mais j'étais tellement à fond dans le yoga que je voulais quand même continuer à pratiquer. Et c'est là où j'ai fait, je pense, une rencontre qui a vraiment été décisive pour moi, où j'ai rencontré Tom Gillette dans son centre. On habitait aux États-Unis dans une ville qui s'appelle Providence, sur la côte est, dans le Rhode Island, entre New York et Boston, un peu plus proche de Boston, mais globalement sur la côte est.
entre New York et Boston. Et j'ai commencé à prendre des cours avec Tom. Et c'était un yoga assez physique, hein. Et Tom, il chauffait la salle. Donc, c'était pas du Bikram. Peut-être vous avez entendu parler. Il y a un style de yoga qui s'appelle Bikram, où on chauffe la salle à 40, 45 degrés. Chez Tom, c'était plutôt 30, 35, c'était moins chaud, mais c'était chaud quand même, donc on en bave, hein. Au bout d'un moment, j'ai adoré la chaleur et j'aimerais bien un jour le mettre chez Nata, mais voilà, l'électricité, ça coûte très cher à Paris et pour l'instant, on n'a pas encore commencé les cours de yoga chaud chez Nata. Mais voilà. Mais donc, il y avait cette base de yoga, comment dire, de yoga physique. Mais il y avait encore autre chose. Et c'est Tom, ce que j'ai envie de dire, c'est que Tom a ajouté le cœur, ouverture du cœur. Et le yoga n'était plus simplement quelque chose de purement physique et puis une discipline pour perfectionner ou maîtriser le corps, mais c'était quelque chose avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour. On rigolait beaucoup dans son cours, même s'il a une expression légèrement sérieuse, mais on riait beaucoup avec lui. On chantait, les mantras étaient là. Et puis aussi, on peut dire le côté un peu culturel, traditionnel de l'Inde, la spécificité culturelle du yoga, qui chez Gérard, on ne sentait pas trop, hein. C'était les postures, les noms des postures, oui, il utilisait les noms en sanskrit des postures, mais aucun enseignement sur l'histoire de l'Inde, sur la culture du yoga, la philosophie, tout se passait par le travail postural. Et voilà, c'est un choix, ça correspond à son caractère, c'est très bien comme ça. Mais avec Tom, tout d'un coup, voilà, il y a autre chose et peut-être j'étais prête, voilà, pour avoir passé par la phase avec Gérard pendant plusieurs années, pour accueillir ça avec Tom. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre en suivant ses cours que Tom, en fait, avait vécu pendant 15 ans dans un ashram aux États-Unis. Donc, un ashram, c'est un lieu de vie pour une communauté de yogis. Et la plupart du temps, c'est un terme qui vient de l'Inde et c'est une institution qui est souvent gérée par un Indien. Et Tom, il était dans un ashram aux États-Unis qui a été fondé par cet Indien que vous voyez sur l'écran, qui s'appelle encore, il n'est pas encore décédé, Amrit Desai. Amrit Desai. Il vient de fêter ses 92 ans, Amrit Desai. Et il avait ouvert aux États-Unis un centre qu'il appelait le Kripalu Yoga Ashram. Kripalu Yoga Ashram. Et Tom a vécu le yoga, voilà, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la vie de yoga absolue, un peu monastique, hein, dans un contexte un petit peu, voilà, on pratique beaucoup, hein, on étudie, on fait que ça. Service aussi, bénévolat à la communauté. Mais voilà, il a vécu là pendant 15 ans. Et c'est clair que ça l'a marqué. Pourquoi Kripalu Yoga Ashram? C'est parce que Ahmed Desai voulait rendre hommage à son propre gourou, son propre maître, qui est un swami indien qui s'appelait Swami Kripalu. Swami Kripalu. Donc, il a donné le nom de son propre gourou à son centre. Et petit à petit, alors Tom, il n'en parlait pas tout le temps, mais il y avait des petites bribes. Et c'est peut-être parce que c'était des petites bribes, mais tout d'un coup, on faisait des cours, j'étais en transpiration et tout, et puis tout d'un coup, il y avait un truc, un petit détail et c'était comme si chacune de ces détails, pour moi, c'était boum, enfin, il y a quelque chose qui se passait. Et ça m'a donné de plus en plus envie, justement, d'aller comprendre et étudier moi-même hein, ces traditions et ces pratiques et de creuser. Et Tom m'a introduit, parlait souvent des textes. Et chaque fois, ça donnait envie, ça donnait envie. Donc, j'ai énormément de respect et de gratitude aussi pour Tom. Comme enseignant, je suis, quand je peux, ses propres cours. Il continue à donner des cours en ligne surtout axé maintenant sur le pranayama. Mais c'est vraiment lui qui a ouvert vraiment un univers encore plus riche, beaucoup plus riche que j'aurais jamais cru au départ. Et ça m'a tellement inspiré que, vous savez, certains, que pendant le Covid, voilà, le centre de Nata était fermé. J'avais un peu plus de temps. Je me suis remise à ce type de recherche et d'études. Et de ça est née l'idée de revenir me réinscrire. Donc, je suis encore devant vous, encore étudiante de nouveau en master's et je prépare un master's sur Swami Kripalu et sur sa communauté en Inde, hein. Donc voilà, je suis à fond dans tout ça, à côté de mon enseignement dans la salle et la gestion du centre. Donc tout ça, c'est juste pour vous donner un peu plus, voilà, mon contexte personnel, de savoir d'où je viens, comment ça s'est fait que je suis arrivée là. Voilà, mais revenons maintenant
à notre vrai sujet, qui est cette idée de parler de l'histoire et la philosophie du yoga. Et je me demandais, donc quand vous voyez, donc là aussi je vais vous demander peut-être d'utiliser le chat, quand vous voyez ces mots histoire d'un côté, philosophie de l'autre, de quoi vous vous attendez? Vous vous attendez à quoi? Qu'est-ce qui ça serait d'étudier l'histoire? Qu'est-ce que ça serait d'étudier la philosophie? Hein? Quelle est la différence entre ces deux? Je vous laisse, je reviens vers le chat. Ah oui, Michel avait écrit ce qu'elle attend, découvrir et être guidée dans cette recherche des origines du yoga. Voilà, ben, on va explorer toutes ces questions, surtout là dans ce premier module, la question des origines. Hein, avoir des repères, hein, ça va aider à construire des repères. Mais j'aurais pu juste parler de l'histoire du yoga, j'aurais pu juste parler de philosophie du yoga, mais là c'est histoire et philosophie, donc voilà, en quoi ces deux termes vous parlent? À vrai dire, si vous avez envie de allumer votre micro et de parler, vous pouvez aussi parler si vous préférez ne pas utiliser le chat. Chacun peut faire comme il sent. Histoire des différents courants, Marie-Laure, merci. Histoire des différents courants philosophiques et spirituels du yoga. Donc c'est intéressant parce que voilà, on essaie de creuser, d'aller un peu plus loin sur qu'est-ce que ça serait de faire cette histoire. Sur quoi on pourrait se baser? Quels sont les éléments qui pourraient nous aider à raconter cette histoire? Et là, on a la notion de histoire philosophique, histoire de la philosophie, histoire plus sur les dates et de savoir l'origine. Pour moi, la philosophie égale compréhension, les idées derrière, la spiritualité autour des différents concepts. Voilà. Donc, il y a un peu d'un côté la notion qu'il y a dans l'histoire et les origines, la question des origines. Et après, la philosophie, c'est plus les idées, hein, quitte à ce que ça devienne quelque chose de spirituel autour de ces différents moments. Hein. Donc, effectivement, on a d'un côté le temps qui passe et puis les idées qui circulent dans le temps. Hein. Et j'aimerais bien dire, donc, si on a d'un côté le temps, si on a d'un autre côté une idée, je devrais avoir trois mains. Je suis pas trois mains. Je suis pas une déesse indienne. Vous savez, ils ont plein de mains et de bras différents, mais il faudrait un troisième élément pour parler des lieux, hein, parce que l'Inde, c'est un pays vaste et l'histoire, on peut être au même moment. Prenez n'importe quelle année, 1250. Dans le nord de l'Inde, dans le sud de l'Inde, le yoga ne sera pas le même. Les idées philosophiques ne seront pas les mêmes. Donc, ancrer ces histoires ou cette histoire dans le temps et dans l'espace, sur un lieu, hein, et puis quelles sont les idées qui circulent et peut-être qui voyagent d'un lieu à un autre, etc. Hein. Donc, on a ces différents éléments qui circulent hein, là-dedans, exactement. Et ce que j'avais envie de contraster, c'est que comment le cours deviendrait différent si je l'appelais histoire au pluriel et philosophie au pluriel, des yogas au pluriel. Hein, parce que dans cette première phrase, histoire et philosophie du yoga, ça sonne bien. Et puis, qu'est-ce que ça change pour vous si je vous dis qu'on va aborder des histoires, les philosophies, des philosophies, des yogas. Qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que lequel vous aurez plus envie de suivre? Si vous voyez dans un catalogue ces deux propositions, hein, vous irez sur quel, oups, sur quel cours? Vous pouvez soit ouvrir votre micro ou soit taper dans le chat. J'ouvre le micro. Du coup, avec les différents S, ça apporte beaucoup plus de complexité. Parce que c'est vrai que
comme tu l'as dit, il y a différents lieux, différents courants, etc. Et c'est vrai que le yoga, il n'y a rien de simple finalement. Enfin, et du coup, les S, on se rend un petit peu plus compte du bazar qu'il y a derrière, si je peux dire. Voilà. J'aime bien comment tu le dis, le bazar qu'il y a derrière. Effectivement. C'est ça, en fait, cette phrase au singulier, histoire et philosophie du yoga, il y a quelque chose de très noble, très fier là-dedans. Mais c'est comme si on pourrait prendre ce bazar et le simplifier pour en extraire le récit et quelque chose avec, moi je pense qu'il y a derrière ça inconsciemment une notion de maîtrise, qu'on peut maîtriser l'histoire, qu'on pourrait maîtriser la philosophie, qu'on pourrait maîtriser le yoga, comme si c'était une seule chose et il suffirait de s'appuyer, se pencher dessus suffisamment fort pour pouvoir dominer et devenir la personne qui peut raconter cette histoire. Hein, il y a vraiment une notion de maîtrise, je pense, le singulier officiel. Alors que, comme dit Solène, hein, la vraie vie, c'est un bazar. Hein, et le yoga et l'Inde, encore plus que peut-être que d'autres endroits, c'est un vrai bazar. Il y a beaucoup de choses qui passent en même temps. Hein, et l'histoire est toujours un peu une réduction, en quelque sorte, de quelque chose qui est très complexe. Et on doit un peu extraire certains éléments de cette bazar pour comprendre, pour commencer à aborder. Donc moi, je veux un peu faire le pont entre les deux parce que si je pars trop dès le début dans toutes les différentes complexités et les détails, on n'arrive même pas à aborder. Et je trouve que c'est souvent un peu le problème dans la manière dont le yoga, certains chercheurs universitaires présentent cette discipline. C'est trop complexe tout de suite. Et on est tout de suite perdu parce qu'on ne comprend rien. Et il y a trop de choses, trop de mots qu'on ne connaît pas. Enfin, voilà. Mais en même temps, quand je raconte, voilà, une histoire ou une manière de passer à travers ce bazar, hein, un peu comme un guide va faire dans une ville, hein, regarder par-ci, regarder par-là, il y a des monuments, il y a des choses à voir, raconter un petit peu quelques informations. J'espère toujours un peu au moins indiquer, voilà, là où on peut creuser plus, là où il y a des problématiques, des complexités, et essayer de respecter un petit peu la nature de cet objet ou ces objets que nous sommes en train d'aborder. Hein. Parce que le yoga, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Et plus on regarde, plus ça devient complexe. Et parfois, c'est décourageant. Donc, ne vous découragez pas. Je suis là pour vous aider. Et on va essayer de créer une sorte de structure de base qui certes pourrait être ensuite remise en question, mais si on ne met pas quelque chose en place, voilà, on ne peut pas creuser pour aller plus loin. Donc, on est obligé de commencer quelque part. Et ce mot yoga, ou de passer du yoga au pluriel, là aussi, hein, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu le yoga. Il n'y a jamais eu un seul yoga. Il y a toujours eu des yogas pluriels et des choses. Donc après, certains acteurs, à différents moments de l'histoire, y compris aujourd'hui, prennent des éléments, un peu comme un chef dans une cuisine va prendre des ingrédients. Mais ma manière de faire un spaghetti va pas de la manière de ta grand-mère, qui va être encore différente de la grand-mère italienne, etc. Donc, chacun va prendre les ingrédients, les éléments qu'il veut, il va mettre en évidence ceci ou cela, hein, et faire, comme on dit, sa propre sauce, sa propre cuisine. Hein. Donc, le yoga a toujours été pluriel. Et je voulais qu'on interroge un petit peu plus ce mot yoga. Voilà, comme on est un peu au début, là, juste commencer à regarder ce mot yoga. Donc, le mot est un mot dans la langue sanskrit qui est une des langues anciennes de l'Inde. Ce n'est pas la langue la plus ancienne de l'Inde. Hein? Donc le sanskrit, mais quand même très ancien. Très ancien. Je pense le brahmi, qui est le script, qui est juste avant l'alphabet que vous voyez là, sous le mot yoga, écrit dans des lettres que nous, on reconnaît, le Y, le O, le J, le A. Ça s'appelle le Devanagari. Mais il y a une écriture juste avant ça avec laquelle on peut écrire le sanskrit aussi. Ça ressemble beaucoup. C'est un peu l'ancêtre du Devanagari. Et peut-être ça date de, je dirais, autour de 500 ans avant notre ère, 1000 ans. Voilà aussi, c'est difficile à dater précisément. Hein. Mais ce terme commence à apparaître dans des textes. Hein. Donc on sait que c'est, voilà, quelque chose doit naviguer autour de ce mot. On va l'interroger un petit peu plus la semaine prochaine. Mais Souchet, voilà, comme j'ai dit, entre 1000 ans, 500 ans avant notre ère, dans des textes que nous allons un peu expliciter, des textes qui s'appellent les Védas.
C'est un ensemble de textes. Il y a plusieurs textes dans les Védas. En général, on en compte quatre principales, Védas principales. Et ensuite, un autre ensemble de textes, un corpus, comme on dit, parfois les Upanishads. Certaines Upanishads appartiennent aux Védas, certains quand viennent après. Enfin, donc voilà, dès qu'on essaie de séparer ces deux textes en deux choses différentes, c'est voilà, tout de suite ça se complique. Mais voilà, on parle en général des Védas et des Upanishads comme deux ensembles de textes différents. Et ce mot yoga, voilà, commence à apparaître dans ces textes et ça va faire partie de nos études les prochaines semaines, hein. Allez regarder justement qu'est-ce qu'il est dit dans ces textes-là avec ce mot-là. Ou est-ce qu'il y a des fois aussi, parfois, où ce mot n'apparaît pas, mais quelque chose est écrit qui ressemble étrangement à ce que nous, on appelle aujourd'hui yoga, sans que dans le texte, ils aient utilisé ce mot-là. Vous voyez, donc il y a toujours un peu des passages des ponts à faire, hein, entre des termes, des mots et des pratiques. Mais j'aimerais juste résumer, si on veut dire, cinq sens de ce mot yoga ou cinq manières que ce yoga, le mot yoga a existé dans le monde, cinq interprétations, si vous voulez, même s'il y en a beaucoup, beaucoup plus, hein. Il y en a pléthore, pléthore de définitions différentes. Mais il y a cinq qui, je pense, avec ces cinq comme des grands, grands chapeaux, on pourrait mettre sous ces chapeaux beaucoup de différentes manifestations du yoga. Et la première, c'est que le yoga a toujours été une pratique contemplative. Enfin, pas toujours été, mais le yoga, une grande branche ou une grande partie du yoga, c'est contemplation. Et il y a des yogas qui sont purement méditation, en fait, où on s'asseye, c'est pas faire des postures acrobatiques ou c'est pas chanter des mantras, c'est contempler. Et contempler non pas un paysage ou un tableau, c'est contempler qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je ferme les yeux, il se passe des choses. Si vous avez essayé de méditer, vous savez. Voilà, contempler. Et si je veux regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi, ben voilà, c'est toute une problématique. Comment je prends un peu de distance par rapport à moi-même, comment je peux prendre un peu de distance par rapport à mes pensées pour pouvoir observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pratique contemplative. Le yoga a beaucoup été, et l'est toujours pour beaucoup de personnes, une méthode pour atteindre un objectif spirituel. Une méthode pour atteindre un objectif spirituel. La plupart du temps dans les textes anciens, cet objectif spirituel, c'est la libération. Et on va décortiquer un peu ce mot aussi, mais globalement, on peut dire de quoi est-ce que je vais être libéré? Beaucoup de textes vont répondre libéré de ses souffrances, c'est-à-dire tout ce qui me fait souffrir, me libérer de mes souffrances, mes difficultés, mes frustrations, voilà. Donc, voilà, moi, ça m'attend, ça m'attire, hein, parce que comme vous, hein, je suis frustrée assez souvent, j'ai plein de difficultés dans ma vie, hein, mais voilà, j'accompagne tout ça avec cette pratique. Ou ça peut être, je suis libérée de mon conditionnement physique humain, c'est-à-dire que mon esprit, mon âme est comme un prisonnier dans mon corps. Il y a des textes qui parlent comme ça. Et le but de la pratique, c'est de libérer l'âme de ce prison qui est mon corps, hein. Ça, on peut voir aussi, et ça peut être un but aujourd'hui autour de nous. Il y a peu de gens qui pratiquent avec cet objectif-là, mais sachez que dans beaucoup de textes, on peut trouver, par exemple, cet objectif de libérer l'âme du prison du corps comme un objectif à atteindre par les différentes méthodes de la pratique. Le yoga a beaucoup été et est toujours une pratique dévotionnelle. Alors ça pose tout de suite la question de la religion et est-ce que le yoga est une religion? Alors ça dépend pour qui et ça dépend quand et ça dépend dans quel contexte, n'est-ce pas? Euh, le yoga, dans l'absolu, peut exister complètement et a existé et existe encore aujourd'hui complètement en dehors de toute obédience religieuse. Le yoga existe dans de multiples obédiences religieuses en Inde. Donc le yoga émerge, on peut dire presque simultanément, dans les trois grandes religions de l'Inde, le bouddhisme, l'hindouisme et le jaïnisme, trois grandes religions indiennes. Et il y a le yoga dans chacune de ces traditions. Et dans un contexte religieux, ben, le yoga devient une manière de pratiquer le culte.
Quand je fais une posture, je me prosterne à Shiva ou à Bouddha, ou le fait de pratiquer va m'aider dans ma vie religieuse. Hein, donc, c'est une manière d'être en dévotion par rapport à une notion d'une divinité. Il y a des yogas où il n'y a pas de divinité, où il n'est pas du tout question d'être en dévotion, mais sachez que c'est quand même une grande partie de la pratique tourne autour de une pratique dévotionnelle. Aujourd'hui, souvent, ce qui se fait, parce qu'on est voilà, dans notre culture post-chrétien, parfois on dit, hein, où l'Église n'est plus le centre, il y en a beaucoup de méfiance, y compris envers les gourous, hein, y compris vers certaines de ces religions qui ont tous leur côté un peu ombre, avec lequel nous, on n'a pas du tout envie de participer, et j'en fais partie. C'est qu'on remplace les divinités anciennes par des notions comme la vie, le souffle, voilà. Et on peut cultiver cette attitude de dévotion vers quelque chose qui n'est pas un Dieu, avec tout ce que ça implique de pouvoir, de soumission, enfin voilà, toutes ces histoires-là, hein. Mais une pratique dévotionnelle. Le yoga a beaucoup été ça, et encore pour beaucoup, et dans différents contextes, toujours en pratique dévotionnelle. Le yoga est une tradition philosophique et intellectuelle. Donc, toute cette histoire que nous sommes en train d'explorer, les différents textes qui sont un peu comme les monuments sur cette histoire, ça fait partie de cette tradition philosophique. Mais sachez qu'en Inde, il y a, ils ont 6 écoles officielles de philosophie, c'est-à-dire 6 manières différentes de voir le monde. Et le yoga est une des 6. Donc, comme une manière d'imaginer le monde, une philosophie, on peut dire, une philosophie, c'est, on pourrait philosopher longtemps justement sur c'est quoi la philosophie, mais des petites définitions, pas très bien réfléchies, mais c'est, voilà, une manière de se représenter le monde. Hein, donc, une idée du monde. Donc, 6 idées officielles du monde différentes, hein, chacun avec sa spécificité, dont le yoga est une. Voilà, donc c'est une tradition philosophique et intellectuelle. Et il y a des débats en Inde philosophiques autour du yoga. Et ça reste uniquement une question d'idées. Il n'y a jamais une pratique de la moindre posture ou jamais le moindre mantra. Juste une discussion, un débat sur de quoi le monde est constitué, de quoi moi je suis constituée. Voilà, une question, une investigation philosophique. Et puis, peut-être le yoga que nous, on reconnaît le plus, c'est ce yoga qui est un système d'exercice physique qui améliore la santé physique et mentale. Et cette 5e définition, ou cette 5e version, on peut dire, du yoga, est quelque chose qui n'est pas que du XXe siècle, hein, même si aujourd'hui, je pense, c'est celui qui domine surtout en Occident. Hein. Mais on va voir hein, qu'au Moyen Âge, déjà, ce souci de la santé est déjà présent dans les textes et que le travail du corps et le développement des postures, du travail postural que nous connaissons et que nous pratiquons pour la plupart d'entre nous aujourd'hui, est venu d'un contexte où ils voulaient déjà à l'époque améliorer leur santé physique et mentale. Hein, donc voilà, différentes manières de comprendre c'est quoi le yoga. Donc déjà, on a pris un mot, on l'a décliné, on a commencé à déconstruire un peu. Et déjà, et on pourrait prendre juste une de ces définitions et suivre l'histoire de chacune de ces différentes manières de faire du yoga. Hein. Donc, on comprend tout de suite que c'est très, très vaste. Et moi, je trouve ça génial. Bon, c'est parfois un peu intimidant, mais je me dis, voilà, j'ai du pain sur la planche pour des vies à venir. Hein. J'ai de quoi faire hein, à m'occuper mes jours jusqu'à la fin. On va pas épuiser le sujet, je pense, hein, n'est-ce pas? Mais je trouvais dans un texte que j'ai lu l'année dernière une définition du yoga qui est pas trop mal un système de pratiques qui ont été partagées, ça je pense c'est important, cette notion de partager, de transmission, adaptée et réinterprétée dans beaucoup de groupes d'Asie du Sud, typiquement sur les marges de la société. Donc là, on commence à voir encore quelques éléments. Donc il y a cette notion que le yoga s'est toujours adapté au contexte dans lequel il s'est retrouvé. Et ça, c'est vrai encore aujourd'hui. Le yoga s'adapte, il est un peu comme un caméléon. Il peut se modifier et se transformer. Et puis, les notions qui existaient dans un certain sens dans un temps ancien peuvent être réinterprétées au vu de nouveaux éléments. Et c'est ce qui se fait beaucoup aujourd'hui
moi y compris dans mon enseignement, c'est certaines choses, c'est des réinterprétations pour les rendre plus peut-être digérables ou plus digestes pour des contemporains, hein, à notre société, des choses que nous vivons, hein, et pas vouloir à tout prix maintenir quelque chose de soi-disant authentique ou pur qui a peut-être existé ou pas dans ce sens-là. Hein. Beaucoup de groupes d'Asie du Sud, donc là on voit la multiplicité de différents types de communautés auxquelles j'ai fait allusion, les bouddhistes, les hindous, les jains, mais d'autres encore. Hein. Et typiquement sur les marges de la société, ça c'est intéressant, hein, parce que jusqu'à récemment, le yoga n'a jamais été commun. Ça a toujours été le truc un peu bizarre que peut-être qu'il y avait, voilà, dans le mouvement hippie, voilà, ça commençait à rentrer dans la culture, mais c'est très, très récent, cette infiltration du yoga. Beaucoup de gens le font aujourd'hui, voilà, faire du yoga, faire du stretching, de la danse, ça revient au même parce que c'est plus exotique comme c'était avant pour nous. Et en Inde, c'est un peu différent. On pourra en parler quand on parle de l'Inde un peu contemporain. Parce que je pense que c'est presque plus marginal là-bas qu'ici, ce qui est assez intéressant à contempler. Mais voilà, il y a un peu une notion, et je pense, et j'essaie de le dire parfois dans mes cours, que le yoga met à mal, met de la pression sur certaines des idées de notre société aujourd'hui. Et c'est dans cette distance, hein, parce que le yoga rejette beaucoup de manières dont la société générale avance ou met en valeur certaines activités. OK. Donc voilà pour le mot yoga. Alors, j'ai encore quelques minutes. Donc, je voulais revenir sur cette question des sources et je vais juste dire quelques mots là-dessus pour vous donner une petite idée de quoi on va parler. Évidemment, il y a des textes anciens qui sont des sources. Et voici une photo en haut à gauche là un manuscrit sur une feuille de palmier. Donc, des livres anciens en Inde étaient écrits comme ça. Chaque feuille de palmier avait de l'écriture dessus. Parfois, c'est des deux côtés de la feuille. Et puis, il y a un trou et ils sont rattachés par une corde. Et donc, on les lit, hein, comme ça. Et tout ça, c'était écrit à la main. Et donc, un texte, pour qu'un texte comme nous, on l'imagine, pour qui circule, il faut que de multiples personnes recopient le texte. Et ces textes qui étaient écrits déjà existaient comme enseignement oral. Hein, c'était déjà un enseignement oral. Ok, Camille a dû partir. C'est un enseignement oral qui, par la suite, est écrite. Donc, entre Monsieur X qui copie le texte et Monsieur Y qui copie le même texte, ils peuvent introduire des erreurs, des variations, un autre mot, même peut-être, ah, je ne suis pas très d'accord avec ça, donc je vais recopier, mais je vais modifier un petit peu. Hein, donc, les textes évoluent. Les textes eux-mêmes évoluent dans le temps. Et puis, on arrive un peu plus vers nos temps à nous, et donc on a des textes imprimés comme un livre, comme nous on les reconnaît, là, le fond du livre sur les jambes de cette personne en bas. Hein. Mais tout ça, c'est écrit dans des langues, le sanskrit pour la plupart, mais pas que. Hein. Il y a beaucoup de textes sur le yoga dans toutes les langues indiennes, le gujarati, le maharashtra, le tamoul dans le sud, beaucoup de langues, le bengal aussi dans l'est de l'Inde. Voilà. Donc, sauf à parler ces langues, il faut les lire en traduction. Donc aujourd'hui, beaucoup, on se base sur des traductions de ces textes. Et voici, je voulais vous montrer, donc j'enverrai peut-être une petite bibliographie aussi avec chaque cours. Les racines du yoga. C'est un livre qui existe en français, voilà, qui est publié en français. C'est une traduction d'un livre qui a d'abord apparu en anglais, comme c'est souvent le cas. La plupart du travail sur le yoga est fait directement en anglais. Il y a très peu de chercheurs qui écrivent directement en français, mais ça existe un petit peu. Mais voilà, deux Anglais qui ont rassemblé, ce sont en fait les racines du yoga. Il y a leur analyse, hein, leur interprétation de chercheurs, mais beaucoup, c'est ce qu'on appelle une anthologie, une sélection de textes anciens que eux ils ont traduits ou ils se sont basés sur d'autres traductions qui existent et ils ont rassemblé tout ça dans un volume qui est facile à avoir sur son étagère contemporain à Paris. Donc voilà, on va parler des textes et on va utiliser les textes et on va essayer de comprendre ces textes et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre sur
sur le yoga. Ça, c'est ce on peut appeler les sources primaires, les textes anciens ou les textes écrits par les Indiens sur le yoga. Mais il n'y a pas que les textes primaires, il y a aussi toute une littérature, j'ai envie de dire, secondaire, c'est-à-dire des chercheurs, des spécialistes, soit indiens, soit européens qui sont allés en Inde ou qui se sont intéressés à ces sujets et qui les ont étudiés. Et là, je vous montre un texte ancien, ça s'appelle Le choix des lettres édifiantes des missions étrangères, les jésuites. Les jésuites, les missionnaires de l'Église catholique, les jésuites étaient beaucoup en Inde, déjà au XVIIe siècle. Et ces jésuites, voilà, faisaient des rencontres, voyaient des choses qu'ils essayaient de comprendre plus ou moins bien selon les personnes et selon les moments, et avec plus ou moins de bienveillance ou de méfiance, hein, parce que pour eux, c'était un peu des païens, hein. Mais ils écrivaient, et ils écrivaient parfois pour des spécialistes. Ou vous avez des professeurs comme vous voyez à droite, le livre de excuse-moi, David Gordon White, The Alchemical Body, le corps alchimique. Hein, c'est un chercheur, c'est un professeur universitaire, hein. Il enseigne à l'Université de Californie, Santa Barbara, et il écrit un livre dans le langage des spécialistes universitaires sur un sujet extrêmement pointu, la tradition des siddhas dans l'Inde médiévale. Hein, un siddha, c'est un pratiquant de yoga, on peut dire, hein. Donc, dans l'Inde médiévale, donc déjà, il choisit un moment très précis, et puis il fait toute une analyse. Et pour la plupart d'entre nous, lire ce genre de texte, c'est un peu rébarbatif parce que c'est un langage, déjà il faut avoir pas mal de savoir pour comprendre ça. Donc cette littérature-là existe aussi et tente à expliquer un peu et creuser, approfondir ce qui est dit dans les textes et les autres sources d'origine, les sources primaires, comme on dit. Hein. Mais il y a aussi donc toute une autre couche de textes sur lesquels certains je peux m'appuyer de temps en temps. Il y a des chercheurs qui essayent de rendre leurs travaux compréhensibles pour le grand public. Et Isée Tardant-Masquelier, elle est sanskritiste, elle est indianiste, elle a fait une thèse, elle enseigne à l'Institut catholique et elle a fait un grand projet qui a été publié, je pense que c'était en 2022, 2021, je ne sais plus, c'est assez récent, un gros pavé, l'encyclopédie du yoga. Et c'est pas elle le seul auteur, elle a fait appel à beaucoup de chercheurs et chacun a écrit un petit article sur sa spécialité. Et là, c'est une manière où les chercheurs ont essayé de transmettre leur savoir, mais dans un langage qui est un peu plus accessible. Donc, c'est très intéressant. C'est très fiable, je trouve. On peut vraiment se baser sur ce qui est écrit là-dedans, c'est un peu un reflet aussi de quel est notre savoir aujourd'hui à ce moment même. Après, vous avez des journalistes, parce que comme le yoga est devenu un tel phénomène mondial, ça intéresse les journalistes. Et les journalistes, certaines sont très bien. Mary Koch a fait ce livre en français. Voilà, Euh, ils font des investigations, ils font des recherches, ils ont une manière d'analyser, d'argumenter, d'interpréter. Et donc, il y a des livres qui sont publiés par des journalistes qui essaient d'expliquer de rencontres du yoga. Hein. Donc, certains sont intéressants, pas toujours, parce que, bon, comme dans le journalisme, il y a des journaux qui sont plus sérieux que d'autres, il y a des journalistes qui sont plus sérieux que d'autres, etc. Et puis, vous avez un énorme rayon de littérature qui est écrit, j'ai envie de dire, par des professeurs de yoga, souvent, qui veulent aider leurs élèves à comprendre un peu mieux ou aller un peu plus loin avec la philosophie ou différents éléments de la pratique. Et là aussi, je pense que c'est des personnes, ils sont très sincères, ils ont fait un travail, ils ont étudié, ils ont pratiqué, mais parfois, voilà, ils n'ont pas les mêmes exigences que va avoir un éditeur universitaire ou un éditeur spécialisé par rapport à la vérification des sources, à documenter leurs sources. Parfois, on lit des choses dedans et je dis, ah, c'est intéressant, ça vient d'où cette idée-là? Aucune information sur d'où ça vient cette idée pour retrouver la trace. Et donc, impossible de vérifier. Et donc, parfois, ça peut être juste, parfois, c'est pas juste. Et comment savoir où se situe la frontière dans ce type de littérature? C'est un peu difficile, mais il y en a beaucoup comme ça. Donc, quand vous allez aujourd'hui à la FNAC ou dans une librairie et vous regardez le rayon yoga, voilà, ça vous aide peut-être déjà juste à regarder un peu qui est l'auteur, quel est le but de ce livre, lire une ou deux pages. Si c'est impénétrable, c'est peut-être
un peu trop universitaire, sauf si vous aimez ça. Ça peut être une pratique hein, de juste essayer de comprendre un texte. Euh, ou est-ce que c'est juste un peu, j'appelle, en anglais, on parle de fluff, hein, c'est un peu comme comment dire, le barbe à papa. Voilà, quelque chose de léger, sympa, mais voilà, ça va peut-être pas laisser beaucoup de traces. Après, il n'y a pas que des livres, hein. Et vous savez, voilà, j'ai déjà dit, je suis historien de l'art. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qu'on peut extraire des œuvres d'art. Euh, donc, voici deux exemples. Une sculpture très ancienne, Shiva faisant du yoga, ou cette peinture beaucoup plus tardive du XVIIIe siècle qui montre toute une communauté, autour, un peu comme on pourrait dire un ashram en plein air, des ermites qui vivent le yoga au jour le jour et quelqu'un qui vient rend visite au maître spirituel de cette communauté pour recevoir un enseignement ou des conseils ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a un riche, riche, riche euh, euh, champ de sources possibles dans le champ visuel. Mais c'est important de ne pas les prendre comme des photographies. Hein. Ce n'est pas un simple, ah oui, c'était comme ça parce qu'il le montre comme ça. Hein. Il y a toujours un travail d'interprétation aussi à faire, comme avec un texte. Hein. Toutes ces choses-là demandent d'être replacées dans un contexte. Parce qu'il faut aussi parfois se demander qui a fait cette image, hein, et dans quel but. Donc, vous voyez à gauche, juste un premier petit exemple, un graveur néerlandais, Solvins, fin 18e siècle. Donc, l'Inde était pas encore une colonie anglaise, mais on va dire que les Anglais, les Européens commencent à être quand même dominants en Inde. Et il a voulu un peu expliquer l'Inde, presque, on pourrait dire presque de façon sociologique aux Européens. Et il a fait un livre illustré de 250 gravures colorées euh, qui parle des Indiens et ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Et voilà, il y a des explications textuelles et des illustrations. Hein. Donc, ça peut être une source à interroger. On peut parfois apprendre des choses, mais on peut comprendre parfois plus sur l'attitude de l'auteur et une interprétation parce que c'est pas une représentation directe. Hein. Comparé à une photographie beaucoup plus récente qui a été prise par un ethnographe italienne que j'ai rencontrée. Elle fait partie d'un cercle universitaire de professeurs qui sont très actifs actuellement dans cette histoire, univers d'histoire du yoga. Elle est allée en Inde pendant ce qu'on appelle le Kumbh Mela. C'est un grand rassemblement spirituel en Inde. Il y a des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui viennent, des pratiquants de toutes sortes, de tous les courants. Enfin, c'est un grand méli-mélo, c'est le grand carnaval, on pourrait dire, des pratiques spirituelles en Inde. Beaucoup de yogis y vont. Et Daniela Bevilacqua, elle a pris cette photo de ce personnage, surtout la personne à gauche. Il est en train, j'espère que vous voyez, en fait, il s'impose une discipline de tenir debout sur un pied. Et ça pendant des années. C'est pas juste pendant 5 minutes ou même une minute dans un cours de yoga. Et il a un petit, comme un balançoire où il peut quand même se reposer. Donc tout son poids n'arrive pas uniquement dans sa jambe, mais il reste comme ça jour et nuit. Il dort comme ça. Il bouge pas, il marche pas, il se déplace pas. Et donc il faut qu'il ait autour de lui des personnes qui lui amènent à manger. Et puis de son emplacement, il peut dispenser un enseignement. Et on voit qu'il a les fleurs. Il est considéré comme quelqu'un à rendre hommage, hein. C'est la donation des fleurs, c'est voilà, c'est un maître spirituel. Donc un ethnographe qui fait une photo dans le cadre d'une ce qu'on appelle une enquête. Hein, il y aurait tout un travail à faire aussi à décortiquer ce mot, une enquête, hein, parce qu'on pense aux enquêtes criminelles. Mais voilà, les ethnographes travaillent aussi et ça nous amène vraiment dans la vie contemporaine, hein, parce que c'est aussi une source, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas qu'une image, mais ça nous rappelle que l'Inde lui-même, le pays lui-même, est une source et que les gens qui vivent là-bas et qui vivent le yoga sont une source, tout comme nous sommes finalement des sources pour le yoga que nous sommes en train de faire. Hein. Et c'est ce travail-là qui m'a tellement fascinée que je me suis moi-même aventurée. Je me suis un peu transformée d'historien de l'art en ethnographe, où j'essaye de faire cette transformation, qui n'est pas toujours très évident pour moi. Et je suis partie l'année dernière en Inde et j'ai vécu, voilà, le choc de, en fait, quand on va en Inde aujourd'hui, on a le passé et le présent coexistent, tout est mélangé.
j'ai passé beaucoup de temps dans ce temple. Le temple, c'est un lieu, il y a des images, il y a des textes sur les murs, des images sur le mur, des sculptures. Il y a aussi des personnes. Hein, là, vous voyez différentes personnes. Je ne vais pas raconter toute l'histoire parce qu'on n'a pas le temps. Mais voilà, des personnes. Et tout ça, c'est en même temps. Donc, il faut, voilà, c'est un peu waouh. Hein. Après, j'étais dans un ashram, tout ça autour de la même communauté de Kripalu. Hein. C'est sur ce que je travaille. Donc, une de leurs ashrams, la communauté a des ashrams au pluriel et je suis allée voir certains d'entre eux. Et là, on a une visite d'un ashram avec un groupe et ils ont un sorte de hall où ils ont affiché plein de photos de leur gourou. Hein, c'est le disciple qui a suivi Kripalu quand il est décédé, faisant plein de postures de yoga. Et il y a au moins, vous voyez là, un, deux, trois, quatre panneaux. Il y a au moins, je dirais, 200 panneaux avec de multiples images dans un immense hall. Voilà. Donc, c'est des lieux que j'ai visités. Alors, rien que juste pour documenter cet espace, c'est énorme. Et après, l'université, qui est une des nouvelles formes de transmission du yoga aujourd'hui dans l'université. Donc, j'étais dans des salles de classe et ils enseignent le yoga universitaire. Il y a peu de pratiques, mais c'est beaucoup la philosophie, les idées, l'histoire, le texte, un peu comme ce que nous sommes en train de faire. Ils font la même chose là-bas parce que les contemporains indiens ont aussi besoin de s'approprier cette histoire que nous, hein, j'ai envie de dire. Donc, tout ça fait partie de mon travail actuel et tout ce que je vais partager, voilà, ça fait partie de tout ce cheminement. Je vais terminer très brièvement parce que je sais qu'on a dépassé un petit peu notre temps. Je m'excuse pour ça, mais je vais vous donner une petite idée sur le programme que je me suis fixé dans les semaines à venir. Hein. On va justement remonter vraiment dans cette antiquité très ancienne. Moi, je vais globalement essayer de respecter une chronologie. Il y a des raisons pour, il y a des raisons contre cela, mais je vais quand même respecter une chronologie. Et on va remonter dans les origines de l'Antiquité et commencer à décortiquer des notions, des problèmes aussi, à aborder ce matériel et commencer à lire, regarder. Et donc, il n'y aura jamais de devoir à faire avant. Enfin, le texte qu'on va le lire, on va le lire ensemble pendant la séance. J'enverrai dans le chat, je peux poster des documents, et je posterai des PDF, voilà, des choses comme ça, ou dans mon PowerPoint. Et jusqu'au 15 octobre, donc le mardi 15 octobre, j'ai un empêchement et je ne pourrai pas donner cours ce jour-là. Donc ce jour-là, ça sera annulé. Donc un premier module. Deuxième module, voilà, on va aller plus vers le Bhagavad Gita dont on vient de voir, hein, période un peu, on dit parfois classique. Hein, après un troisième module, on va justement parler autour de Patanjali, un texte très intéressant à étudier, hein, plus en novembre. Et puis en décembre, on va essayer d'arriver au tantrisme. Et le tantrisme, c'est un mot qui, waouh, hein, il y a beaucoup de mythes, beaucoup de fantasmes autour du tantra et du tantrisme. Donc on va essayer de décortiquer un petit peu quels sont ces mythes, d'où ça vient et puis prendre un peu le temps de comprendre vraiment ce que cette période dans l'histoire indienne a amené, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues dans le yoga à ce moment-là que nous pratiquons encore aujourd'hui. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous êtes encore là, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vais arrêter de partager mon écran et revenir vers vous. Voilà, donc vous allez recevoir le lien pour la vidéo. Le lien, dans un premier temps, sera direct pendant 6 jours. Donc, vous aurez une semaine de regarder. Et petit à petit, quand j'ai le cumul, une fois qu'on aura fait tout le premier module, je le mettrai en ligne aussi. Il y aura manière d'accéder à tout cela. Voilà. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, je vais arrêter l'enregistrement.